Impact. Production, présentation, Amel Lazib. Réalisation, Aïcha Hammer. Impact. Nous avons le plaisir de recevoir ce vendredi le professeur Fares Boubakour, professeur à l'école des hautes études commerciales Aqleha, spécialiste en transport et logistique. Merci beaucoup, monsieur Fares Boubakour, de répondre à nos questions. À votre service, madame. Alors, professeur Boubakour, on va commencer par un tour d'horizon de l'actualité et des changements climatiques. Elle mobilise les experts du monde entier dans différentes sphères diplomatiques ou les centres de décision aussi. À noter, par exemple, l'Assemblée générale de l'ONU ou alors les prochaines rencontres, notamment le forum de Sharm el-Sheikh. Mais bien avant d'évoquer justement ces rendez-vous importants où les grands de ce monde se rencontrent pour décider ensemble, les changements climatiques aujourd'hui, on en parle un peu plus souvent, mais sous l'angle catastrophe naturelle. Qui dit catastrophe naturelle dit dégâts, et qui dit dégâts dit comment faire face financièrement aux différentes catastrophes qui ont secoué un petit peu différents pays. Sur le plan de la finance, professeur Fares Boubakour, la facture commence à s'alourdir. Tout à fait. En réalité, comme vous venez de le souligner, il y a effectivement maintenant des enjeux au regard donc des catastrophes naturelles. Et faudrait-il, pour ce faire, trouver des solutions, puisque leur impact sur les populations, sur les biens, sur les économies d'une manière générale, font qu'il faudrait recourir à des solutions. Bien entendu, puisqu'il y a des risques climatiques ou des risques de catastrophes majeures, on imagine très facilement que derrière, il y a une solution qui constitue à mutualiser un peu les risques au travers de ce qu'on appelle les assurances. Or, il y a une culture, si vous voulez, dans les pays industrialisés où les assurances sont une pratique tout à fait anodine et puis que tous les partenaires et opérateurs développent. Par contre, dans les pays du Sud ou les pays en voie de développement, c'est pas véritablement à l'ordre du jour qu'une entreprise ou que des particuliers même puissent s'assurer contre des risques naturels, etc., les inondations ou tout type, je dirais, de cyclone ou de tempête et de tout cela. Donc, ce qui fait que l'impact est davantage important vis-à-vis de ces catégories, en tout cas vis-à-vis des pays du Sud, puisque en cas de catastrophe naturelle, l'entreprise disparaît. Voilà, en gros. Et puis en termes d'importance du coût, on sait pertinemment maintenant que plus l'effet de serre est élevé, donc plus il y a de catastrophes naturelles en termes déjà de fréquence, mais aussi en termes de gravité. Donc par conséquent, les pays les plus riches qui ont les moyens de contrebalancer un petit peu, en tout cas amortir l'impact de ces catastrophes-là, on estime à entre 0,1 et 0,3 % du PIB qui est des coûts, disons, d'une catastrophe naturelle, ou la moyenne sur une année pour une catastrophe naturelle. Alors que si l'on regarde les pays en voie de développement, donc qui payent la facture plus chère, c'est entre 1 et 1,6 du PIB, ce qui est beaucoup. Si l'on prend le PIB de l'Algérie qui est à peu près 150 milliards, vous prenez 1%, ça vous donne un ordre de grandeur sur combien ça nous coûte. Est-ce que les assurances sont derrière pour dédommager les opérateurs? Ce n'est pas évident, bien entendu. Voici un peu comment je vois un peu la façon peut-être de mutualiser et de réduire les risques. Justement, professeur Fares Boubakour, pour prendre un exemple au niveau européen, on a vu un petit peu des catastrophes difficilement quantifiables. Et au jour d'aujourd'hui, la réflexion est de dire, est-ce qu'il ne faut pas revoir les paramètres si demain le dérèglement climatique se déclinait autrement et plus violemment? Très juste. Effectivement, maintenant, on remarque, on observe un peu partout qu'il y a une fréquence plus élevée de ces catastrophes-là naturelles. Vous avez déjà les incendies qu'on commence à regarder, à observer un peu partout dans le monde, chose qui n'existait pas véritablement il y a quelques années en termes de détendue, parce qu'en fait, l'effet de serre fait de sorte à ce que l'air est davantage plus chaud. Et si l'air est plus chaud, donc ça favorise déjà plus d'incendies. Nous avons les incendies, nous avons les sécheresses, parce que n'oubliez pas, quand l'air est chaud, ça veut dire que vous avez des zones qui sont moins humides et par conséquent,
sécheresse égale famine. Donc il y a des liaisons au travers déjà de l'effet de serre sur lequel on peut revenir effectivement en termes de combustion, de combustibles fossiles et puis transport, etc. Mais en tout cas, on observe maintenant, je dirais, un réchauffement climatique qu'il est difficile, n'est-ce pas, de réduire. Parce qu'en fait, ce réchauffement-là est en rapport avec l'activité humaine. Les gens se transportent, les gens produisent, il y a l'agriculture derrière, il y a la production de bovines, etc. Parce qu'une vache, ça produit l'effet de serre d'une manière indirecte, puisque c'est des gaz qu'elle va dégager, donc ça va réchauffer aussi l'environnement. Alors que le volume de viande que l'homme consomme est de plus en plus important. Donc en fait, au regard de tout cela, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Parce que finalement, les assurances, l'assurance n'est qu'un transfert, parce que c'est une somme d'argent qui va des assurances vers les opérateurs. Mais les dégâts sont là. Donc les dégâts, au-delà même du transfert financier pour amortir l'impact sur certains opérateurs industriels ou d'autres personnes assurées, les dégâts sur la biodiversité, les animaux, tout ça est perturbé, n'est-ce pas, à travers l'activité humaine. Et d'autant plus, c'est important parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une diminution des surfaces forestières. On abat les arbres ici et là, l'Amazonie, si on continue comme ça, il y aura plus d'Amazonie. Or, justement, le CO2 est absorbé par les forêts. Donc, si d'une part l'activité humaine fait qu'on détruit les forêts qui vont régénérer l'oxygène au travers comment dirais-je, le CO2 qui est réutilisé, et en même temps, nous avons des activités qui prennent de plus en plus d'importance. Et les enjeux économiques derrière, c'est que les pays riches veulent garder quand même cette position de pays industrialisés. Ils ne veulent pas lâcher et ils veulent, j'allais dire, imposer donc sur certaines mesures, je vais le dire, aux pays en voie de développement de ne pas se développer, puisque si vous allez développer des programmes et des politiques qui vont réduire l'effet de serre, donc moins de CO2, si vous faites moins de CO2, vous faites moins d'industrie. Moins d'industrie, ça veut dire moins de travail, moins de richesse. Donc en réalité, c'est comme si vous allez faire de la décroissance. Si on fait de l'effet de serre en produisant, on fait le CO2, donc on ne se développe pas. Et derrière, c'est une équation difficile à faire. D'ailleurs, la preuve, les rencontres depuis la rencontre de Rio, en passant par la COP 21 ou 26, etc., on voit que les engagements restent timides parce que personne n'accepte de faire de la décroissance. Tout le monde voudrait accroître son PIB parce que le PIB, c'est la richesse, c'est le niveau de vie qui augmente. Et là, c'est une équation également difficile à résoudre. À Sharm el-Sheikh, les pays africains, les pays arabes ont l'intention de demander de l'aide financière pour pouvoir faire face aux dégâts qui sont installés. Mais effectivement, la finance aujourd'hui, elle n'est pas disponible vu le contexte géopolitique qui vient s'ajouter déjà à un climat morose. Faudra-t-il s'attendre à moins de financement? Oui, moi je crois que de toute façon, ces promesses de financement qui étaient en fait, je dirais, au départ l'apanage des pays riches, donc les pays industrialisés qui sont censés avoir pollué davantage que les autres, puisqu'ils ont pollué déjà depuis l'ère industrielle. Donc par conséquent, il y a eu un engagement de leur part pour financer un peu les pays du Sud qui n'ont pas été industrialisés, de choisir, en tout cas d'opter pour des technologies qui ne favorisent pas, n'est-ce pas, une plus grande pollution en termes de CO2. Ces sommes d'argent ne sont jamais arrivées chez les pays en voie de développement. C'est évident. D'autre part, si l'on prend, et vous l'avez à juste titre signalé, le fait que maintenant il y a je dirais, des enjeux géopolitiques qui ont complètement changé la donne. Alors, tout d'abord, je dois préciser qu'en fait, en termes d'impact, n'oublions pas que le réchauffement climatique a des enjeux en termes je dirais, de géopolitique, dans le sens où les zones où il y a de la sécheresse font qu'il va y avoir beaucoup d'immigration vers le nord. Donc les pays du nord se méfient quand même, n'est-ce pas, de cette migration qui est un enjeu de taille. Et puis de l'autre côté, maintenant, les pays qui sont avancés le plus possible en étant avec un engagement très fort dans le domaine maintenant de l'effet de serre, à savoir réduire la consommation des gaz, des énergies fossiles d'une manière générale, avec maintenant la crise actuelle,
ce n'est pas évident puisqu'ils vont revenir, ils sont obligés de revenir pour compenser ce manque de gaz ou ce gaz qui est devenu très cher en réveillant un peu les centrales à charbon. Et or, le charbon est connu pour être, j'allais dire, le générateur le plus important de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Eh ben, c'est une équation qui devient encore davantage plus difficile parce que non seulement ça coûte cher de financer les pays du Sud pour les encourager à faire les bons choix ou les bonnes technologies. Maintenant, eux-mêmes, ces pays-là qui voulaient, j'allais dire, aider les pays pauvres pour cette transition énergétique, se retrouvent eux-mêmes, n'est-ce pas, dans une situation encore davantage plus difficile pour assurer un peu le fonctionnement de leur économie. Si maintenant il n'y a pas véritablement de solution en perspective, ça va être véritablement difficile. La pollution va augmenter j'allais dire, crescendo, et ça va à des niveaux, n'est-ce pas, là où la COP21 s'est engagée, en tout cas les partenaires sont engagés à réduire les volumes d'ici 2030 jusqu'à 30%. Et ce pour rester au niveau des températures de 1,5 à 2 degrés les plus connus avant le niveau donc pré-industriel. Donc du coup, maintenant, si par rapport à la crise, on va plus faire attention à l'effet de serre, on va exaspérer ou en tout cas on va exagérer maintenant la montée de l'effet de serre qui devient là où la température peut dépasser ces niveaux-là. Et si ça dépasse, donc on va avoir des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et de plus en plus dévastatrices. Voici comment l'équation maintenant se pose. La Terre est en termes de réchauffement climatique est encore plus en danger qu'elle l'était il y a quelques années ou quelques mois. Alors, professeur Boubacour, pour ajouter de l'eau dans votre moulin, la dernière déclaration de la directrice générale du commerce mondial, elle parle de récession mondiale et elle dit qu'il faut faire face aux politiques en restaurant la croissance. De toute façon, il faut le faire. Qu'est-ce que ça veut dire restaurer la croissance quand on a un contexte comme vous venez de le décrire aujourd'hui? Très bien. En fait, le développement durable, c'est quoi? Le développement durable, c'est une zone où on va croiser trois préoccupations. Vous avez l'écologique, vous avez le social, vous avez l'économique. L'économique, c'est le fait de pouvoir dire il faut du travail pour que chacun puisse vivre dignement. Donc, quand on fait de l'économie, on va faire de la croissance, on va développer les emplois, les entreprises, on va financer. Donc j'allais dire, l'homme a un revenu qui lui permet de vivre dignement. Or, si on fait de la décroissance, ça veut dire qu'on va obliger les entreprises à ne pas dépasser un certain seuil de production. Donc, même s'il y a des gens au chômage, on ne va pas agrandir l'affaire, on ne va pas agrandir l'économie, on ne va pas créer de nouvelles entreprises, et vous avez plus de chômage. Or, qu'est-ce qui est plus dévastateur? En tout cas, à court terme, quand les gens sont au chômage et qu'ils n'arrivent pas à boucler la fin du mois, vous avez une cocotte minute assez sous pression. Et du coup, c'est la variable d'ajustement, ça va être l'environnement. On va faire plus de catastrophes naturelles, c'est à venir. Oui, on l'accepte, mais pour gérer l'économie, parce que les gens ne peuvent pas, ou les citoyens ici et là, partout dans le monde, ne vont pas accepter de perdre, non pas en confort, en vivant avec 19 degrés, en portant une pull à la maison, mais ne pas pouvoir se nourrir convenablement, ça va pousser à des crises sociales qui ne sont pas faciles à faire. Alors, ceci d'une part. Donc, vous avez... la déclaration qu'a faite la dame, c'était de favoriser pour le moment les économies et de faire croître l'économie pour absorber cette crise sociale pour que c'est plus facile, donc alors que l'environnement devrait attendre. Oui. Si l'environnement va attendre, ça va être davantage plus compliqué pour par la suite. Question, pourrons-nous effectivement arriver à réaliser ces niveaux-là? C'est pas évident du tout. D'ailleurs, même les engagements, vous savez, pour la COP de Paris, les engagements, c'est à peine 7%, alors qu'il fallait passer jusqu'à 55%. Ça disait 30%, mais arriver jusqu'à 55%, on est à 7%. Et je pense qu'on va encore remettre en cause tout cela.
Donc ça se complique un max pour dire un petit peu les choses autrement. Oui. Il y a également l'Organisation de coopération du développement économique, l'OCDE, qui également dégrade ses prévisions de croissance mondiale pour l'année prochaine. Est-ce qu'on peut dire que les indicateurs ne sont pas au vert? Ils sont loin d'être rassurants, Monsieur Faris Boubakour. Tout à fait. En fait, on est passé du mode de développement un peu durable pour protéger l'environnement et assurer l'économie, assurer l'équité, donc c'est le côté social, etc. Maintenant, il y a une nouvelle donne, ça on peut l'appeler une crise énergétique qui va remettre un peu à table ou à plat les priorités. La priorité serait de pouvoir développer l'économie, faire garder les entreprises, parce que garder une entreprise, c'est garder l'emploi. Or, si à ce moment-là, au lieu de garder l'emploi, vous allez dire aux entreprises attention à l'environnement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut en choisir qu'une partie. Donc, par conséquent, je pense que l'heure c'est l'économie. Est-ce que par la suite, il va y avoir un retour sur l'environnement? C'est probable. Mais en tout cas, il y a une action, à mon sens, qui doit être permanente. C'est celle toujours de former, de sensibiliser, de communiquer pour que on puisse, à la limite, peut-être vivre en impactant le moins possible. Donc, une sorte de, je dirais, d'économie, n'est-ce pas, de l'énergie pour consommer le moins possible. Par exemple, privilégier des transports qui soient moins polluants possible, préserver un peu l'électricité, non pas parce que c'est pas cher que l'on va consommer à tout va, etc. Donc réduire les déchets, comme on a eu l'occasion d'en parler sur une de vos émissions. Donc en fait, ces efforts-là devraient faire partie de la vie quotidienne d'un citoyen, qu'il soit au sud ou au nord. C'est aussi une façon d'économiser les ressources, au-delà même du fait que ces ressources utilisées vont impacter l'environnement par la suite. Et puis, un point qui me semble intéressant à souligner par rapport à tous ces dérèglements et à ces crises, notamment écologiques, c'est peut-être un problème de résilience. En fait, on a du mal à construire des systèmes qui arrivent quand même à tenir le coup vis-à-vis de ces catastrophes-là. Faudrait-il construire et les villes, et le système de transport, et tout ce qu'on conçoit, on lui donne, par exemple une ville notamment, on lui donne cette capacité à pouvoir, une faculté même, à pouvoir rebondir après une situation de crise. Or, on a observé dans les villes qui ont été touchées par des catastrophes naturelles. Pourquoi la ville? La ville parce que c'est la concentration des habitats ou la concentration des citadins. Donc tout le monde, à 80%, tout le monde vit dans une ville. Donc c'est un peu fragile par rapport à ces catastrophes-là. Donc le fait de pouvoir maintenant mettre en place cette résilience, cette capacité à gérer, devient un moyen, je dirais, perpétuel pour faire face à ces catastrophes. Parce que ces catastrophes naturelles vont arriver de plus en plus fréquemment et peut-être de plus en plus violemment. Donc la résilience, c'est aussi comment concevoir ces villes-là ou ces systèmes-là pour qu'ils puissent absorber ces chocs-là. Et là, c'est une question aussi à poser à l'architecte, à poser à l'urbaniste, etc. Aujourd'hui, les priorités, c'est de préserver l'emploi, de faire du chiffre, et les préoccupations écologiques, les préoccupations de développement durable, elles sont reléguées, elles sont remises à plus tard. Oui, c'est l'impression qu'on a, en fait. C'est pas des déclarations officielles, mais au regard un peu de ce qui se pratique depuis quelque temps. Alors, je reviens très rapidement sur la notion où les pays en voie de développement leur demandent de limiter leur croissance pour limiter l'effet de serre. Et limiter la croissance, ça veut dire ne pas absorber le chômage. Alors, ils leur ont promis de les aider financièrement pour faire cette transition d'une manière plus souple. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, on assiste à des situations avec la crise énergétique suite au conflit ukraino-russe. On est en train d'observer des pratiques où les centrales à charbon sont réouvertes pour préserver quoi? Pour préserver les industries européennes parce que s'il n'y a pas d'énergie, et si vous avez des blackouts, l'usine ferme, hein, et on ne peut pas maintenir l'usine, ou en tout cas maintenir un volume de production si vous n'avez pas de l'énergie. Parce qu'en fait, l'énergie, c'est l'économie. Si vous faites une analyse économétrique,
sur la consommation d'énergie et le développement économique, vous allez trouver un coefficient de corrélation très élevé. C'est-à-dire que l'économie se développe parce qu'on a consommé de l'énergie derrière. Or maintenant, s'il n'y a plus de gaz, parce que le gaz c'est quand même une énergie fossile, mais qui reste un peu gentil avec l'environnement, friendly parlant comme dirait l'autre. Donc par conséquent, si vous réveillez les centrales à gaz, plutôt les centrales à charbon, vous allez donner un bon coup à l'économie, plutôt à l'environnement, mais vous allez pouvoir peut-être garder les entreprises en marche, et si elles disparaissent, au moins que ça sera un pourcentage acceptable. Donc maintenant, c'est les priorités qui changent. Et ceci devient quand même un peu logique. Faudrait-il préserver l'emploi et aux dépens de l'écologie? C'est un choix à faire. On ne peut pas trouver une solution qui va arranger tous les volets. On sacrifie l'un par rapport à l'autre. Oui. Voici comment que je vois les choses. Oui. L'un des secteurs les plus polluants, c'est bien sûr le transport maritime particulièrement, le transport aérien. Donc, il était question de faire un geste en essayant de consommer bas carbone, de consommer propre. Là, aujourd'hui, il n'est plus question d'accélérer le processus. Et si c'est pas le cas, les coûts vont peut-être se répercuter. Oui. Alors, sur les économies en fait. Ces activités, par exemple comme les transports, etc., ça a un effet sur l'effet de serre, parce que comme ça dégage le CO2, vous aurez l'atmosphère qui est plus chaude avec les conséquences que l'on pourrait avoir. Mais en même temps, vous avez une pollution locale. La pollution locale, c'est toutes les toxiques, les produits toxiques qui sont déversés, qui sont locales parce qu'ils se passent dans la ville et resteront dans la ville. L'effet de serre, c'est des gaz tellement légers, CO2, qui se lèvent dans l'air et ils touchent toute la planète. Alors pour la pollution maintenant dans les transports, il est intéressant, il est vrai, de réfléchir à des modes de transport où on va réduire l'impact de cette activité par kilomètre personne. Est-ce que c'est possible de faire? Oui, si on développe le transport collectif, au lieu d'avoir une voiture particulière qui fonctionne avec une personne dedans, ou peut-être les transports de marchandises, par exemple, nécessaires. Voilà, pour les marchandises, on envoie des camions, ça serait bien de les envoyer par train. On développe le transport intermodal. Donc, c'est des moyens qui vont assurer un transport qui reste acceptable, mais qui nécessite investissement. Quand on met un tramway dans une ville, on va limiter le nombre de voitures, mais il nous faut quand même un investissement initial qu'il va falloir mettre. Donc, le fait d'introduire un tramway ou un métro, ça va vous permettre d'avoir moins de véhicules qui circulent en ville. Donc, vous aurez moins de pollution locale, des huiles, etc., et des patins de frein, des bouts de gomme de la bande de roulement des pneus. Vous avez également un CO2 qui augmente. Donc, le fait de choisir ce mode de transport va réduire l'impact de l'activité de transport. Et on peut faire ça de partout. Le problème sur ce plan, qu'est-ce qu'on a fait? Le fait d'avoir développé, par exemple, la voiture électrique, c'est une bonne idée, puisqu'elle pollue un peu moins, même si elle pollue en termes de congestion, puisqu'on aura toujours des congestions et des temps perdus dans les transports, puisque tout le monde est là dans les heures de pointe. Mais elle a l'avantage d'être sur la route, mais en même temps de polluer, puisqu'il n'y a pas de pollution directe, il n'y a pas d'émission. Il y a de la pollution au moment de la création, de la production d'électricité. Ça, c'est tout à fait. Mais produire l'électricité en amont va générer, si on le fait avec une centrale à gaz, un peu moins, mais si on le fait avec une centrale à charbon, ça va générer beaucoup de CO2. Et le problème maintenant, c'est que pas mal de pays ont mis en place un parc où ont développé un marketing assez fort sur la voiture électrique. Or maintenant, il y a un problème d'électricité. Donc où va-t-on trouver l'électricité, sachant que le kilowatt est en augmentation croissante. Donc il va revenir très très cher d'utiliser la voiture particulière et du coup, les gens vont rebondir sur l'ancienne voiture qui est dans le garage pour la remplir de gazole ou d'essence pour pouvoir se déplacer. C'est un peu le retour à la case départ. Très juste. Par la crise énergétique, ça a remis en cause, vous voyez, c'est très fragile finalement une économie ou un écosystème. Il suffit qu'il y ait une crise d'énergie encore. L'énergie, c'est la chose la plus importante pour l'économie. Une crise énergétique qui a bouleversé non seulement les agendas pour protéger l'environnement, mais aussi qui a remis en cause, n'est-ce pas, les équilibres économiques et puis les modes que l'on voulait développer, par exemple, dans le domaine de l'énergie et l'électromobilité, comme on vient d'en parler.
Alors, professeur Boubacour, tout ce qui s'est fait dans le domaine de l'utilisation et la consommation bas carbone finalement est obsolète. Bon, je ne dirais pas les choses comme ça, mais je dirais que il y a des priorités peut-être maintenant en termes d'enjeux économiques et géopolitiques qui font que la problématique de l'environnement doit attendre un peu. Par quel bout prendre la problématique finalement? En fait, comme vous venez de le dire, il y a effectivement des scénarios. Il y a des scénarios, je dirais, les plus ambitieux jusqu'au scénario catastrophique. Toutes les COP qu'on est en train de développer, les réunions et ces rencontres vont essayer de ramener un peu la situation 2050-2100 à l'horizon 2100 vers des niveaux plus ou moins acceptables. Ça peut être un scénario, je dirais, qui assure un certain développement durable ou un scénario intermédiaire. Maintenant, si compte tenu de la situation actuelle, si elle perdure, il est fort à parier qu'on va arriver à des niveaux ou des scénarios plus catastrophiques ou à travers des rivalités régionales, on va arriver à un scénario catastrophe où il va y avoir des perturbations beaucoup plus importantes, où on peut arriver à un réchauffement climatique de 4 degrés Celsius, alors qu'on devrait, pour être un peu au scénario acceptable, c'est entre 1,5 et 2. Donc on pourra effectivement arriver, n'est-ce pas, parce qu'on va le subir, à des scénarios catastrophiques, et on voit déjà les traits, comme vous venez si bien de le souligner, dans l'Asie Pacifique, où là, on voit clairement que les choses vont vers des situations difficilement maîtrisables. Pour ma dernière question, professeur Faris Boubacour, finalement, on se présente à Sharm el-Sheikh à la COP 27 où tout le monde est réuni, tous les dirigeants du monde, les décideurs, les associations, la société civile, les experts, les investisseurs, les industriels, en se disant, faudra peut-être aujourd'hui penser et placer les priorités autres que environnementales. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, a priori comme ça, comme hypothèse, ils vont peut-être mettre le point, en tout cas mettre en évidence le fait que la crise énergétique, compte tenu d'un certain nombre de contraintes, peut-être que je dirais pas que le climat va attendre, mais que peut-être qu'on va, si on n'arrive pas à développer à court terme une stabilité, le climat va prendre davantage un coup un peu plus important. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, je serais intéressé pour voir quelles sont un peu les conclusions. Je ne pense pas que les gens sur place vont être aussi enthousiastes que la COP26, par exemple. Au niveau local, peut-être faut-il agir au niveau local, peut-être faut-il prendre des initiatives finalement, chacun dans son pays, chacun dans son espace. Oui. Et il y a effectivement des solutions déjà qui peuvent, au travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu la sensibilisation, la formation, et puis beaucoup de communication, peut-être faire de sorte que les usagers ou les consommateurs, voilà, les consommateurs vont être davantage économes sur les ressources. Ça, c'est très important. Alors, au-delà même du fait que la pollution, c'est une pollution globale. Vous savez, le CO2, c'est une pollution globale dans le sens où le CO2 va toucher toute la planète. Même si la Chine fait davantage que nous, on va avoir les mêmes problèmes qui vont se disperser un peu partout, puisqu'on est sur un seul système qui est la Terre. Donc le fait de développer cette sensibilisation en communication va aider le citoyen à être plus responsable. Déjà, être plus responsable, c'est déjà diminuer et être un économe, notamment en énergie. Mais aussi, vous savez, l'environnement, c'est pas uniquement l'effet de serre, c'est aussi les déchets qu'on jette ici et là. C'est aussi le fait de consommer plus de viande et moins de légumes, etc. Parce que si on consomme de la viande, on va pousser l'agriculteur à faire plus de viande. Et plus de viande, ça veut dire plus d'eau pour les détails. Ça veut dire plus de pollution et de gaz et de fumier et tout ça. Dans le sens où les produits pour comment dirais-je, aider l'élevage à développer plus de muscles, et on part sur un développement non durable. Donc en fait, le fait de pouvoir communiquer, intéresser, va faire du citoyen un peu plus, je dirais, économe des ressources, et c'est déjà ça de gagner. Maintenant, le fait que
on organise des systèmes en supranational où tous les pays se rencontrent. Là, c'est pour trouver cette équation relativement difficile où ceux qui sont développés consomment le plus, polluent le plus. Faudrait-il maintenant que ceux qui aspirent au développement puissent le faire d'une manière équitable, en choisissant des modes de modes de consommation d'énergie, en tout cas des énergies nouvelles, renouvelables, qui coûtent cher, mais il faudrait que les pays riches puissent financer ces technologies de énergie renouvelable, parce que sinon, c'est comme si on demande aux pays en voie de développement de faire de la décroissance, de rester tels qu'ils sont et de ne pas passer par le fil conducteur qu'ont choisi les pays industriels, puisqu'ils sont passés par la phase d'industrialisation qui nécessite beaucoup d'énergie. Ils ont pu avoir des revenus et des PIB qui sont 10, 15, 20 fois, 100 fois supérieurs aux nôtres. Ils ont un niveau de vie plus ou moins acceptable. Faudrait-il trouver une solution équitable entre ceux-là? Et ce n'est pas du tout évident. Oui, alors pour reprendre justement le dernier mot, pour reprendre la déclaration de la patronne de l'OMC qui invite en tout cas les industriels, les politiques, dit-elle, à faire moins de croissance. Faire moins de croissance. Accepter de faire moins de croissance. Exact. Parce que la décroissance au sens large, c'est quoi? C'est que dans ce cas de figure précisément, le fait de perdre son confort, de ne pas avoir la bonne température, de ne pas avoir la climatisation, on est déjà dans une phase de décroissance. C'est-à-dire on va revenir sur certains acquis de confort, sur l'énergie à utiliser un peu sans qu'il y ait, une certaine rationalité. Et par conséquent, revenir en arrière, c'est aussi ne pas pouvoir dire allez, on déplace plus, on fait des consommations sur place, non pas importer d'ailleurs. Donc le fait de choisir ces modes-là, économie en énergie, vont favoriser d'une manière ou d'une autre une décroissance du PIB. Donc le PIB ne sera pas comme il a été prévu d'être, par exemple, ici à 2,8 ou 1,5, il sera 0 et de préférence ne pas qu'il soit en dessous de négatif, parce que négatif, ça veut dire que les gens vont être davantage pauvres qu'ils l'étaient l'année passée ou celle d'avant. Donc la décroissance, c'est être j'ai perdu le terme, je l'ai plus, mais en tout cas se contenter de ce qu'on a et de ne pas d'accepter d'être moins confortablement installé. La sobriété, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc d'être davantage sobre en termes de consommation de ressources. Merci pour votre éclairage, professeur Fels Boubacour. Je rappelle que vous êtes à l'école des hautes études commerciales à Cléra et vous êtes spécialisé dans le transport et dans la logistique.